Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'imaginaire. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de Un autre monde de J.H. Rowling. Chapitre 9. C'était un matin, dans un doux automne plein de nuages, qui se roulait depuis une semaine sur la coupe du ciel, sans que la pluie n'en descendît. Van den Heuvel et moi-même parcourions le jardin. Le docteur était silencieux, tout absorbé par des spéculations dont j'étais l'objet principal. À la fin, il se mit à dire: c'est pourtant un joli rêve de voir à travers ces nuages, de percer jusqu'à l'éther, alors que nous, aveugles que nous sommes, si je ne voyais que le ciel, répliquai-je. Comment? S'écria-t-il avec une avide curiosité. M'auriez-vous dissimulé quelque chose? Le principal. Il se planta devant moi, me regarda fixement avec une véritable angoisse, où se mêlait je ne sais quoi de mystique. Oui, le principal. Nous étions arrivés auprès de la maison, je m'élançai pour demander un phonographe. Le domestique le déposa sur la table de pierre où le docteur et les siens prenaient un café par les beaux soirs d'été. Notre conversation se poursuivit donc à peu près comme une conversation usuelle. Oui, je vous ai caché le principal, voulant d'abord votre entière confiance. Et maintenant même, après toutes les découvertes que mon organisme vous a permis de faire, je crains bien que vous ne me croyiez pas sans peine, du moins au début. Je vis le docteur devenir pâle de la pâleur des grands savants devant une nouvelle attitude de la matière. Ses mains tremblaient. « Je vous croirai, » dit-il avec une certaine solennité. Même si je prétends que notre création, je veux dire notre monde animal et végétal, n'est pas l'unique vie de la Terre, qu'il en est une autre aussi vaste, aussi multiple, aussi variée, invisible pour vos yeux? Il soupçonna de l'occultisme et ne put s'empêcher de dire: le monde du quatrième état, les âmes, les fantômes, des spirites? Non, non, rien de semblable. Un monde de vivants condamnés, comme nous, à une vie brève, à des besoins organiques, à la naissance, à la croissance, à la lutte. Un monde faible et éphémère, autant que le nôtre. Un monde soumis à des lois aussi fixes, sinon identiques, aussi prisonnier de la terre, aussi désarmé devant les contingences, mais d'ailleurs complètement différent du nôtre. J'ignore si Van den Heuvel me crut, mais à coup sûr, il était sous le coup d'une vive émotion. Les voyez-vous depuis votre enfance? Je devinai qu'il supposait, au fond, quelques désordres survenus plus ou moins récemment dans mon organisme. Depuis mon enfance, répliquai-je avec énergie. Je vous fournirai toutes les preuves désirables. Les voyez-vous maintenant? Je les vois. Le jardin en contient un grand nombre. Où? Sur le chemin, dans les parterres, sur les murailles, dans l'atmosphère, car vous saurez qu'il en est de terrestres et d'aériens, et aussi d'aquatiques, mais ceux-ci ne quittent guère la surface de l'eau. Sont-ils nombreux partout? Oui, et à peine moins nombreux en ville qu'aux champs, dans les habitations que dans les rues. Ceux qui se plaisent à l'intérieur sont pourtant plus petits, sans doute à cause de la difficulté de passer, encore que les portes de bois ne leur soient pas un obstacle. Et le fer, la vitre, la brique, leur sont imperméables. Vous voulez m'en décrire un, plutôt de grande taille? J'en vois un près de cet arbre. Sa forme est fortement allongée, assez irrégulière. Elle est convexe vers la droite, concave vers la gauche, avec des renflements et des échancrures. On pourrait imaginer ainsi la projection d'une gigantesque larve trapue. J'ai rassemblé quelques observations sur le mode de vie, de nutrition et d'autonomie des Modigènes, mais que je ne désire actuellement pas vous soumettre. Je me tus. Le docteur se fit répéter 2 fois les paroles inscrites par notre impeccable truchement, puis il demeura longtemps en silence. Jamais je ne le vis dans un pareil état. Sa face était rigide, minéralisée, ses yeux vitreux cataleptiques. Une sueur abondante coulait de ses tempes et mouillait ses cheveux. Il essaya de parler et ne le put. Il fit tremblant le tour du jardin. Et lorsqu'il reparut, son regard et sa bouche exprimaient une passion violente, fervente, religieuse. On eût dit un disciple d'une foi nouvelle plutôt qu'un paisible chasseur de phénomènes. Il put murmurer enfin: « Vous m'avez accablé. Tout ce que vous venez de dire paraît désespérément lucide. Et ai-je bien le droit de douter, après ce que déjà vous m'avez appris de merveilles? » « Doutez, lui dis-je avec chaleur, doutez hardiment. Vos espérances n'en seront que plus fécondes.
Ah, reprit-il d'une voix de rêve. C'est le prodige même, et si magnifiquement supérieur aux 20 prodiges de la fable. Ma pauvre intelligence d'homme est si petite au prix de telles connaissances. Mon enthousiasme est infini. Cependant, quelque chose en moi doute. Travaillons à dissiper vos incertitudes. Nos efforts nous seront payés au centuple. Chapitre 10. Nous travaillâmes. Quelques semaines suffirent au docteur pour dissiper tous ses doutes. L'adjonction du fils aîné de Vandenheuvel, jeune homme plein des plus hautes aptitudes scientifiques, accrut encore la fécondité de nos travaux et la certitude de nos découvertes. Grâce à l'esprit méthodique de mes compagnons, à leurs puissantes investigations et de classement, faculté que je m'assimilais de plus en plus, ce que ma connaissance des Modigen présentait d'incoordonné et de confus ne tarda pas à se transformer. Les découvertes se multiplièrent, la rigoureuse expérience donna de fermes résultats dans des circonstances qui, aux temps anciens et même encore au dernier siècle, eussent suggéré tout au plus quelques divagations séduisantes. Il y a maintenant 5 années que nous poursuivons nos travaux. Ils sont loin, bien loin d'être arrivés à leur terme. Un premier exposé de nos travaux ne pourra guère paraître avant assez longtemps. Nous nous sommes d'ailleurs fixés comme règle de ne rien faire à la hâte. Nos découvertes sont de notre trop immanent pour ne pas être exposées avec le plus grand détail, la plus souveraine patience et la plus minutieuse précision. Nous n'avons à devancer aucun autre chercheur, ni brevet à prendre, ni ambition à satisfaire. Nous sommes à une hauteur où la vanité et l'orgueil s'effacent. Comment concilier les joies délicieuses de nos travaux avec le misérable appât de la renommée humaine? D'ailleurs, le hasard seul de mon organisation n'est-il pas la source de ces choses? Et dès lors, quelle petitesse de nous en glorifier! Nous vivons passionnément, toujours au bord de découvertes merveilleuses, et cependant nous vivons dans une sérénité immuable. Il m'est arrivé une aventure qui ajoute à l'intérêt profond de ma vie et qui, durant les repos, me comble de joie infinie. Vous savez combien je suis laid, au point de vue humain, plus étrange encore et propre à épouvanter les jeunes femmes. J'ai pourtant trouvé une compagne qui s'accommode de ma tendresse au point d'en être heureuse. C'est une pauvre fille hystérique, nerveuse, dont nous fîmes rencontre un jour dans un hospice d'Amsterdam. On l'a dit d'aspect misérable, d'une pâleur de plâtre, les joues creuses, les yeux égarés. Pour moi, sa vue m'est agréable et sa compagnie charmante. Ma présence, loin de l'étonner, comme tous les autres, parut dès l'abord lui plaire et la réconforter. J'en fus touché au point d'aller la revoir avec le docteur. On ne tarda pas à s'apercevoir que j'avais sur sa santé et sur son bien-être une action bienfaisante. À l'examen, il parut que j'influençais magnétiquement. Mon approche et surtout l'imposition de mes mains lui communiquaient une gaieté, une sérénité, une égalité d'esprit véritablement curative. En retour, j'éprouvais de la douceur auprès d'elle. Son visage me paraissait joli. Sa pâleur et sa maigreur n'étaient que de la délicatesse, et ses yeux, capables de voir la lueur des aimants, comme ceux de beaucoup d'hyperesthésiques, n'avaient point pour moi ce caractère d'égarement qu'on leur reprochait. En un mot, j'éprouvai de l'inclination pour elle, et qu'elle me rendit avec passion. Dès lors, je pris la résolution de l'épouser, et je parvins aisément à mon but grâce au bon vouloir de mes amis. Cette union fut heureuse. La santé de ma femme se rétablit, quoiqu'elle demeurât extrêmement sensitive et frêle. Je goûtai la joie d'être, pour le principal de la vie, pareil aux autres hommes. Mais surtout, ma destinée est enviable depuis 6 mois. Un enfant nous est né, et cet enfant réunit toutes les caractéristiques de ma constitution. Couleur, vision, oui, rapidité extrême de mouvement, nutrition. Il promet d'être l'exacte réédition de mon organisme. Le docteur le voit grandir avec ravissement. Une espérance délicieuse nous est venue, que l'étude de la vie modigue, du règne parallèle au nôtre, cette étude qui exige tant de temps et de patience ne s'arrêtera pas lorsque je ne serai plus. Mon fils la poursuivra sans doute à son tour. Pourquoi ne trouverait-il pas des collaborateurs de génie capables de la pousser à une puissance nouvelle? Pourquoi ne donnerait-il pas naissance, lui aussi, à des voyants du monde invisible? Moi-même, ne puis-je attendre d'autres enfants? Ne puis-je espérer que ma chère femme donnera le jour à d'autres fils de ma chair, semblables à leur père?
En y songeant, mon cœur tressaille. Une béatitude infinie me pénètre, et je me sens bénie parmi les hommes. Fin. Cette lecture audio s'achève ici, mais ne quittez pas, j'ai encore des choses à partager avec vous. Ce petit bonus concerne mon interprétation de l'œuvre dont je vous ai fait la lecture. L'objectif des lectures audio, en fait, n'est pas d'en faire une chronique, mais il est quand même vraiment difficile de se retenir de parler d'une œuvre qu'on a aimée. Et cette œuvre, en fait, vous l'avez compris, je l'ai trouvée passionnante. C'est le genre de récit que j'aime, en fait. Il n'y a pas besoin de trop en faire. À travers le personnage principal et ses différences, on ressent beaucoup d'humanité et parfois beaucoup plus d'humanité que dans certaines œuvres qui sont illustrées par des personnages humains. Et puis, dans ce récit, le titre m'a vraiment interpellée. En fait, au début, j'ai pensé que le personnage, Karel, de son prénom, en fait c'est hollandais, hein, donc j'ai pensé que Karel venait d'ailleurs, puisqu'il a quand même des caractéristiques particulières qui le mettent un peu à l'écart de ses proches et des gens qui l'entourent. Et cette idée-là, en fait, est sûrement due aux clichés, aux références littéraires et cinématographiques que j'ai. Mais du coup, au fur et à mesure, j'ai compris que même s'il venait d'ailleurs ou pas, Karel faisait partie de notre monde, puisqu'il est différent de tout ce qu'il connaît. Il voit un autre monde, puisqu'il perçoit les mots d'Igen et Vuren, ce sont les noms qu'il donne aux êtres vivants invisibles à l'œil des autres hommes. Et puis, il rejoint enfin un autre monde que représente Amsterdam lorsqu'il part de sa campagne. Donc finalement, ce dernier monde se transforme en nouvelle vie, puisqu'il va retrouver, enfin, il trouvera plutôt un homme de science qui va chercher à le comprendre. Et du coup, avec lui, il pourra communiquer. Or, c'est un besoin humain fondamental et même vivant, hein, quelque part, puisque même sans langage articulé, il faut de la communication pour que la vie s'épanouisse. Et aussi, il va même trouver l'amour, puis le bonheur de devenir père. Des choses, je pense, qu'il n'avait jamais considérées de par sa nature et le fossé qui le séparait des hommes. Alors, outre les différentes dimensions du titre qu'on comprend dans cette œuvre, il y a aussi un point qui m'a touchée, c'est de constater avec dépit que malgré l'amour infini de sa maman, car elle ne se sentait pas à sa place dans son foyer. Ça, on l'a bien compris. Et du coup, ce n'est qu'en trouvant juste une seule personne qu'il a compris que son monde a changé. Donc c'est un quatrième, selon moi, un quatrième autre monde. Et ça représente aussi le fait qu'une seule personne suffit pour tout changer, puisque on n'est plus seul à ce moment-là. Et ça, c'est un besoin universel en fait. Voilà, donc en fait, c'était mon avis, mon interprétation, mon ressenti aussi vis-à-vis de cette œuvre-là. Et je vous invite, du coup, si le cœur vous en dit, à partager vos impressions en commentaire ou alors des aspects que vous voudriez rajouter. Voilà, de cette manière-là, vous allez pouvoir contribuer à enrichir cette lecture audio. Merci en tout cas d'avoir écouté ce bonus et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures.